Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la revue des grandes unes de ce jeudi. Allons tout de suite en kiosque avec la revue de presse. On démarre par le quotidien, la nouvelle expression qui met en sa une préfectorale quand les nominations sont coincées, écrit le journal. Une rallonge accordée par le chef de l'État qui avait permis au préfet de passer entre 2 et 9 années supplémentaires en fonction est arrivé à échéance depuis le 31 août 2020. Mais des rues de bataille dans le sérail plombent la procédure. Le journal indique par exemple, cite quelques noms de ces préfets qui ont dépassé l'âge d'admission à la retraite, le préfet de l'Océan, Antoine Bissaga, Bertrand Donatien Bognomo dans le Noun, Yamper Ousmanou dans les hauts plateaux, Godly Bogenchua dans le département de la Ménois. En tout cas, ils sont au total 23 qui attendent depuis de rejoindre la retraite. Le journal parle aussi de Banca qui pleure, parle de la crise anglophone, une école attaquée à Limbé. Les assaillants ont déshabillé et bastonné enseignants, élèves avant de mettre le feu dans quelques salles de classe. D'ailleurs, cette vidéo virale qui fait d'ailleurs le tour de la toile. Le journal parle aussi de la FECAFOOT qui assomme la Ligue de football professionnel. L'instance fêtière du football a réussi à saboter les rencontres de la Ligue 1 programmées sur l'ensemble du triangle national. Évidemment, la FECAFOOT a retiré donc les compétences d'organisation, des championnats de Ligue 1 et Ligue 2 à la Ligue de football professionnel, ce qui reste donc une coquille vide entre les mains du général Pierre Semengue. Le journal parle aussi des marches pacifiques. Alain Fogué et Bibou Nissak Akondengui, les deux leaders du MRC, écrit le journal, ont été transférés à la prison centrale de Yaoundé-Konengui sur une décision du tribunal militaire de Yaoundé. Ils devront y rester 6 mois durant en attendant la suite de la procédure. Le journal parle aussi du deuil national. Banca pleure des enfants tués. Une messe d'action de grâce a été organisée à l'initiative de Joseph Ngossiok, maire de cette commune du Honkam, messe au cours de laquelle il a appelé les populations de sa commune à se recueillir pour le repos éternel des âmes des disparus. On poursuit cette revue de presse avec, toujours dans les colonnes du quotidien, la nouvelle expression qui parle à l'international de Joe Biden, le candidat démocrate, et Donald Trump, le candidat républicain. Le scrutin de tous les suspens, le résultat de l'élection présidentielle américaine était censé être connu dans la matinée d'hier, mais les résultats n'ont pas encore été publiés. Donald Trump et Joe Biden sont au coude à coude, écrit le quotidien La Nouvelle Expression. On poursuit dans cette revue de presse avec le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune qui parle de FECAFOOT, Ligue de football professionnel, l'escalade alors que le gouvernement avait demandé aux deux parties de s'entendre, de trouver un consensus sur la mise en œuvre de la sentence du tribunal arbitral du sport. Fort heureusement, la FECAFOOT vient de retirer les compétences d'organisation du championnat de Ligue 1 et Ligue 2 à la Ligue de football professionnel, évidemment. En gros péril sur la saison sportive 2020-2021 et surtout dans un contexte où le Cameroun va abriter le CHAN 2021, les effectifs étant constitués des joueurs locaux. Mutation, football professionnel, la Ligue beauté en touche. On voit bien sur cette image le coup de pied magistral de Sédou Mbombo-Njoya, le président de la Fédération camerounaise de football, qui dégage donc de façon imagée la Ligue de football professionnel en lui retirant les compétences d'organisation de championnat de Ligue 1 et Ligue 2. Le journal parle aussi de l'attaque de Limbé, école. On a frôlé donc le pire dans cet établissement où des assaillants armés sont arrivés et ont déshabillé élèves et enseignants avant de bastonner certains, mettre le feu à certaines salles, notamment le bureau du proviseur, avant de prendre la fuite. Le journal Émergence parle de répression. Alain Fogué et Bibou Nissak Akondengui sont inculpés pour tentative de rébellion, révolution, attroupement aggravé. Le journal parle aussi de cette école, la Kouloum Memorial College, attaquée par des bandes armées. Le quotidien Le Jour met en sa une
Alain Fogué et Bibounisak à Kondengui, 7 autres manifestants déférés mardi soir à la prison centrale de Yaoundé. Ces militants du MRC, il leur reprochait rébellion, révolution et attroupement grave. Toujours en une du quotidien Le Jour qui parle aussi de l'attaque de Limbé ainsi et de la brouille entre la FECAFOOT et la Ligue de football professionnel. Le journal parle de dissoudre le quotidien Le Messager. Mais en ça, une crise anglophone raide sur un collège à Limbé. La Koulou Memorial College a reçu hier donc la visite des hommes armés non identifiés qui ont mis à poil les élèves avant d'incendier 2 salles de classe. La Ligue de football professionnel et FECAFOOT, c'est aussi en une du quotidien. En une du quotidien, Le Messager. De Guardian Post qui parle de recurrent attack on campuses. Government should step up security or shut school in Northwest and Southwest. Ou alors le gouvernement doit augmenter le niveau de sécurité ou à défaut fermer les écoles dans le nord-ouest et le sud-ouest. Place à présent avec nos invités du jeudi qui sont là sur le plateau. Guy Hervé Fongan, bonjour et bienvenue à la revue des grandes unes. Bonjour Jean-Paul. Évidemment avec l'actualité. Bonjour Jean-Paul et bonjour aux nombreux téléspectateurs qui prennent le même plaisir à regarder avec beaucoup de délectation la revue qualitative des unes qui paraissent au Cameroun. Et bonjour doyen Camille, que toute l'Afrique et le monde entier nous envie. Alors moi je voudrais avec vous remarquer ce qui se passe aux États-Unis. Vous savez, depuis 2018 au Cameroun, on assiste à une espèce d'ayatollah de la pensée qui essaie de faire feu de tout bois. Alors moi j'ai été marqué cette semaine par la prise de position officielle des artistes aux États-Unis. Vous avez vu comment les Lady Gaga, Will Smith, Leonardo DiCaprio, John Legend, etc. qui officiellement ont pris position pour choisir un camp pendant la campagne d'élection présidentielle. Et à aucun moment, je n'ai vu les Américains monter au créneau pour discréditer ces artistes-là, leur dire qu'ils n'ont pas de choix à prendre et qu'ils n'ont rien à dire sur la gestion des choses de la cité. Je pense que c'est aussi le type d'exemple qui devrait nous interpeller, parce que j'ai vu beaucoup d'artistes américains. Vous voulez parler de ces militants, de ces Camerounais de la diaspora oui, qui se sont en pris aux artistes durant les élections présidentielles. Pour avoir participé au meeting du RDPC. Voilà, donc je crois qu'on devrait aussi copier ce type d'exemple, pas seulement dire qu'on fraude aux États-Unis, mais il y a aussi des choses comme ça qu'on devrait pouvoir observer avec froideur et lucidité. Moi j'ai été impressionné par cette maturité du peuple américain qui devrait irradier, à mon sens, beaucoup de Camerounais qui font preuve de beaucoup d'immaturité et du discours de la pensée unique, ce que j'aime souvent appeler les ayatollahs de la pensée. Donc voilà un peuple qui est en pleine élection, campagne présidentielle, où les artistes prennent position officiellement et qui ne sont pas lynchés, qui ne sont pas fusillés, qui ne sont pas foudroyés par les populations. Donc moi ça enlèverait dans leur talent d'artiste. Quoi qu'on dise, j'ai cité quelques-uns, R. Kelly, on les a vus, Lady Gaga, Will Smith, on les a tous vus, 50 Cent, etc. Ils sont avant tous des citoyens. J'aimerais que ce type d'exemple fasse tache d'huile, qu'on comprenne qu'on peut avoir des prises de position, qu'on respecte le choix des autres et qu'on ne soit pas en train de vouloir imposer la verdicte populaire parce qu'on veut absolument qu'on pense comme nous. Donc moi, c'est ce qui m'a marqué cette semaine et je crois que l'exemple américain devrait faire tache d'huile dans beaucoup de pays africains où on n'admet pas qu'un leader d'opinion, artiste ou sportif, prenne position. Doyen Camille Nélé, bonjour et bienvenue à la revue des grandes unes. Certainement, vous vous en êtes rendu compte, je ne trahis pas le secret, vous vous en êtes rendu compte pourquoi j'ai commencé par Guy Hervé Fongan. Vous vous êtes rendu compte? Je suis arrivé tout essoufflé, je suis arrivé en retard. Pour la première fois, je suis arrivé après Guy Hervé Fongan. Et ça, il est tout fier ce matin. C'est pour ça que je voulais rendre ce verdict public, qu'on sache que pour une... Je suis arrivé en retard. Bonjour. Alors, Camille Nélé, l'actualité qui vous a marqué? Je dis d'abord bonjour à Susan Poulsounet, bonjour à Guy Hervé Fongan, le fringant Guy Hervé Fongan. On attend toujours le numéro 1 de votre hebdomadaire. Je ne sais pas pourquoi il tarde tant. Bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. J'avais aussi été marqué par l'actualité, cette actualité américaine pour laquelle Guy Hervé Fongan nous dit qu'on devrait copier. Mais avant de dire ce qui m'a marqué, je vais lui rappeler aussi que les Américains aussi commencent à nous copier. On voit le président Trump qui est en train de dire avant le temps que non, lui,
il ne peut que gagner et que s'il ne gagne pas, il y aura trucage. Il commence aussi à copier les Africains. Mais sauf qu'il va saisir la Cour suprême. Hein. C'est pour ça que je dis qu'avant même que les résultats ne soient sortis, ça c'est africain, ça. C'est africain. Donc, moi, ce qui a saisi mon attention, c'est l'incroyable duplicité de Human Rights Watch. Human Rights Watch qui s'amuse avec même les situations les plus embarrassantes, les plus émouvantes. Après le massacre de Kumba, tout le monde a pleuré. Il y en a qui pleurent encore. Human Rights Watch a dénoncé du bout des lèvres. Mais seulement, ce qui m'a scandalisé, c'est que cette ONG supposée défendre les droits de l'homme, cette ONG demande, exige que le gouvernement camerounais ouvre une enquête, comme si c'était à Human Rights Watch de demander au gouvernement camerounais d'ouvrir une enquête. Mais une enquête à laquelle devrait participer l'Union européenne, l'ONU, l'Union africaine, et que déjà les choses sont mal parties, parce que les autorités camerounaises ont laissé la scène de crime, que les gens entrent dans la scène de crime pour détruire des preuves. C'est-à-dire que Human Rights Watch a tout fait pour démontrer par l'absurde que non, ce ne sont pas les sécessionnistes et que c'est certainement les soldats de l'armée camerounaise. Et c'est vraiment honteux. C'est honteux ce genre de choses. C'est-à-dire que Floyd a été tué, ils n'ont pas fait de sortie. Non. De façon définitive, cette ONG démontre le parti pris qu'elle a et surtout l'animosité qu'elle a contre le gouvernement camerounais et son armée. Bon, c'est son problème, mais seulement, moi je pense que ce n'est pas normal. Pas normal du tout. Voilà. Démarrons donc notre premier sujet du jour avec cette attaque sur l'école de Limbé. Gervais Fongan, on a vu une vidéo à la limite, j'ai envie de dire surréaliste, des individus armés qui arrivent dans un établissement scolaire, même si ça soulève d'autres questionnements qu'on aura l'occasion de voir, traumatisent, terrorisent des enfants, les déshabillent, bastonnent, enseignants comme élèves. Comment avez-vous vu cette vidéo? Je voulais commencer d'abord par indiquer que Limbé est une des zones qui était jusqu'ici présentée comme les zones les plus sécurisées, les plus sûres. Vous savez que Limbé, c'est une ville balnéaire où on y passe quasiment nos week-ends et c'est quand on va se reposer. Jusqu'ici, Limbé était présentée comme une ville maîtrisée. Et avec ce qui se passe, d'ailleurs, il y a une base militaire du Bir du Bir là-bas. D'ailleurs, on profite pour saluer le commandant Fouchibi Ibrahim, qui est au Bir là-bas et qui, avec ses collègues, font un travail excellent pour ramener la paix et la sécurité au sein de cette ville si précieuse pour nous tous. Pour dire que la première chose qu'on devrait d'abord commencer par se poser comme question, c'est que qui filme ce type de choses? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en train de déplacer le conflit vers d'autres champs d'opération, des terrains qui jusqu'ici étaient considérés comme maîtrisés, comme contrôlés. Et à partir de ce moment-là, on peut estimer avec légitimité qu'on a sous-estimé la capacité de nuisance des invasionnés. Parce que jusqu'ici, on était dans un dans une relative suspicion pour dire que à Kumba, c'est une école qui n'était pas qui n'était pas plus ou moins autorisée, que voilà une école qui respecte la réglementation et qui est frappée en plein cœur, en plein jour, et que les gens s'amusent à filmer eux-mêmes pour diffuser. Ça veut dire que... Et quand vous voyez même le déroulé, la mise en scène, c'est qu'en fait, on envoie un message clair aux parents. C'est-à-dire que les enfants sont dans une salle de classe. On les retient, on les déshabille, on les brutalise, on les demande de sortir en courant. Vous voyez le type de traumatisme qu'on essaie de créer à la fois dans la tête des parents, à la fois dans la tête des enseignants, à la fois dans la tête des élèves eux-mêmes. Pratiquement toute la famille éducative. Toute la famille éducative est ainsi traumatisée. Ça veut dire que... Et là, ça se passe à Limbé. On est pas encore dans les zones reculées. Les zones reculées qui sont les no man's land. Si ça se passe comme ça à Limbé, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est à peine 2 mois de la rentrée des classes. Ça veut dire que les parents qui ont décidé de laisser rentrer les enfants à l'école vont commencer à se poser de vraies questions aujourd'hui. Parce que l'école a commencé il y a seulement quelques semaines. Quand on a ce type d'attaque en plein jour, eh bien, c'est un message clair, un vrai pied de nez qu'on vient faire au pouvoir public qui avait
nous avait donné les assurances que tout est maîtrisé, notamment pour ce qui est dans quand même le sous-préfet de Limbe 3 avait fait une sortie pour demander aux parents d'envoyer les enfants à l'école, que la sécurité, la situation est maîtrisée. Est maîtrisée. Et donc quand ça se passe comme ça en plein, j'imagine même pas dans la périphérie de Kumba, de Bamenda, vraiment dans les zones reculées, comment ça se passe là-bas. Ça veut dire que la situation n'est plus sous contrôle. Et qu'on a le sentiment, parce qu'aujourd'hui c'est établi, si on a tout type d'attaque en plein jour, que les gens réussissent à filmer et envoyer dans les réseaux sociaux, ça veut dire qu'ils font une démonstration de force de leur véritable capacité de nuisance. Eh bien, les parents que nous sommes, qui avons de la famille pour leurs enfants, dans ces zones aujourd'hui, on est inquiet s'il faut qu'on continue à envoyer les enfants à l'école. Aujourd'hui, beaucoup sont en train de faire revenir les enfants à Douala. Vous en avez qui avaient déjà cette rentrée ici, avaient pris sur eux de renvoyer les enfants fréquenter là-bas parce qu'ils ont pris le discours du gouvernement au sérieux. Aujourd'hui, beaucoup sont en train de rappeler les enfants sur Douala et ils sont très très inquiets avec ce qui est en train de se passer. Ils ne veulent pas prendre le risque de perdre les enfants. Parce que ce qui se passe, parce que si l'État est fort, il nous écrase. Mais s'il est faible, nous périssons tous. Alors, avec ce qui est en train de se passer, avec ce type de démonstration de force, on a l'impression, je ne veux pas dire que l'État est à genoux, mais on a des raisons sérieuses de s'inquiéter. Si même à Limbe, qui était une ville maîtrisée, tel qu'on nous a fait croire, on vit ce type de choses, ça veut dire qu'on a des sérieuses raisons de s'inquiéter et de se poser de véritables questions. Camille Nélé, quand on observe cette vidéo, un établissement, il n'y avait que des élèves dans une seule salle de classe, à peine les élèves remplissaient même la salle de classe, ça pose la question, est-ce que c'était juste un montage pour envoyer un signal fort aux autorités que ici, dans le sud-ouest ou comme dans le nord-ouest, nous, les bandes armées, nous régnons en véritable maître. Camille. Vous avez dit quelque chose d'important. Vous avez dit si l'on observe bien cette vidéo. Et quand on observe bien cette vidéo, on réalise que cette école est vraiment dans une périphérie, dans la périphérie de Limbe. Ce n'est pas en pleine ville. Quand vous regardez le fond, il faut regarder le décor. Tout à fait. Vous voyez que cette école est vraiment retirée. Ça veut dire donc que ces gens ont eu la latitude de pouvoir arriver sans tirer un seul coup de feu, parce qu'ils n'ont pas tiré de coup de feu. En tirant un coup de feu, cela aurait pu faire venir tout de suite l'armée. Sans tirer un coup de feu, ils ont fait leur cinéma et ensuite ils ont fait l'innommable, c'est-à-dire que déshabiller l'élève devant son professeur. Déshabiller l'enseignant aussi devant son élève. Le professeur voit la nudité de son élève. Déshabiller l'enseignant devant son élève. L'élève voit la nudité de son professeur. Maintenant, traumatiser les enfants en les envoyant nus, en les faisant sortir nus. C'est quelque chose d'absolument criminel. Je ne dis pas que la situation n'est pas maîtrisée du tout. Non. Si on le dit, c'est insulter carrément la compétence du général Nkavalère et du général Eba, les commandants de deuxième région militaire. Hein? C'est insulter tout simplement le général Tungé qui ne dort pas. Hein? Avec le général Ekongwese qui ne dorment pas. Non, moi je pense que la situation, nous sommes en mode guérilla. La guérilla, c'est quelque chose qui surgit, une action qui sort, qui agit et qui disparaît. Ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas aller aussi loin qu'Okumba, mais ils ont fait quelque chose d'aussi malsain, d'aussi méchant. Aujourd'hui, je peux vous assurer que la situation est maîtrisée. L'État n'est pas à genoux. L'État reste debout. Le gouvernement reste debout. Et des dispositions sont prises chaque jour. Vous imaginez, moi, quand les gens se disent qu'il faut sécuriser toutes les écoles, vous imaginez dans la seule ville de Limbe combien de collèges il y a, de lycées il y a, d'écoles primaires il y a, d'écoles primaires et de jardins d'enfants. Je continue. Sinon, Camille, non, pour ajouter de l'eau à votre moulin, le ministre de la Communication avait indiqué que pour le cas de l'école de la Moda Francesca, collège de Kumba, c'est parce que c'était une école, un établissement scolaire clandestin, qu'il n'y avait pas une sécurité autour de cet établissement. Le recoupement des faits a permis de démontrer que le ministre de la Communication s'était mis le doigt dans l'œil. Mais par contre, ce qui a été avéré par la suite, c'est que la fondatrice de cette école avait l'habitude de payer
ces bandes armées. Et ce jour-là, il venait prendre l'argent parce qu'elle avait déjà payé une non, nous sommes d'accord. C'est simplement que pour les établissements qui sont des établissements reconnus, officiels et non clandestins, ils bénéficient de la protection déjà. Comment cet établissement, dont je suppose n'est pas clandestin, a pu être... C'est pour cela qu'il faudra attendre un peu pour essayer de comprendre davantage pourquoi et comment... Peut-être que les militaires en faction se sont déplacés. N'était pas encore arrivé. Mais ce qui est certain, c'est que cette école est vraiment un peu en retrait par rapport à la ville. Vous avez bien dit, il faut regarder, c'est pas en plein centre. Mais non, moi je pense qu'avec cela, les mesures vont être redoublées, c'est-à-dire que renforcées. Et moi je pense que ça ira. Mais c'est vrai que c'est suffisant pour traumatiser davantage les enfants. C'est-à-dire que c'est suffisant pour casser le moral des parents et même des enseignants. Mais moi, je pense que la République doit demeurer debout. Et force reviendra forcément à la loi. Et surtout indiquer que des élèves qui se rendaient aussi au lycée technique de Fundong, dans le nord-ouest, ont été enlevés. À Kumbo, il y a aussi le même cas. Guillaume Fonga, avant de peut-être que vous ne réagissez, je voudrais savoir sur cette attaque. Cette attaque intervient juste quelques jours après ce ton martial du ministre de l'administration territoriale qui allait déposer ou alors qui allait se recueillir devant l'espace réservé aux 7 victimes, aux 7 enfants tués à Kumba, a promis l'enfer à ces bandes armées. À peine le ministre de l'administration territoriale a achevé ses paroles qu'ils ont encore frappé. Comme pour dire que c'était un coup d'épée dans l'eau, qu'il prêchait en plein désert. Parce que ces menaces n'ont pas atteint la cible. N'ont influencé personne. Non seulement n'ont influencé personne, mais n'ont pas atteint la cible. On voit bien qu'à peine il a tenu ce discours martial, que les gens ont recommencé à frapper. Ça veut dire qu'ils sont peut-être insensibles à ce temps martial et que ça n'a aucun effet, aucun impact sur eux. Et puis c'est quelques jours, signalons que c'est quelques heures avant, parce que c'est aujourd'hui que avant l'arrivée du Premier ministre chef du gouvernement. Sinon c'est quand même aujourd'hui que ces enfants seront inhumés officiellement et que le PM, du moins il y a toute une délégation qui est descendue sur Kumba, au moins même par humanisme, ils auraient quand même pu attendre, au moins qu'on fasse le deuil, qu'on enterre les enfants. Ouais, bien que, ils sont sans cœur, voilà, ils sont sans cœur. Ça veut dire qu'ils sont sans cœur. Ils n'ont même pas attendu qu'on enterre les enfants pour recommencer à agir et à frapper. Je crois que c'est assez... Peut-être qu'on a affaire à des gens, à des êtres totalement désincarnés, qui n'ont plus de cœur. Mais par contre, j'ai encore la naïveté de croire qu'on est dans un pays sérieux, dirigé et organisé. Parce que quoi qu'on dise, que l'école était en périphérie ou pas, pour moi, c'est une fuite en avant. Parce que dans un pays sérieux qui est organisé, quel que soit l'endroit, je pense que le ministère des enseignements secondaires a un fichier de toutes les écoles qui fonctionnent, qui opèrent. Parce que c'est quand même... Et quand on sait qu'on est encore dans une zone chrysogène comme celle-là, où les enfants sont exposés en permanence, on devrait... je crois que j'aime de croire qu'on est dans un pays organisé. On a au moins le fichier des écoles qui fonctionnent. Et quand on sait qu'au moins on est dans une zone qui est dangereuse comme celle-là, le minimum à faire, c'est de prendre la disposition que les enfants qui ont réussi à braver, pour se rendre à l'école, soient sécurisés. Ça au moins c'est le minimum que les populations devraient attendre. C'est-à-dire qu'on devrait savoir quelles sont les écoles qui ont ouvert, même si elles sont clandestines. Que les enfants vont à l'école où, quand et comment. Ça c'est important. C'est-à-dire qu'on devrait pouvoir le savoir et prendre les dispositions pour encadrer ce type d'école. C'est le minimum que les populations attendent. Donc si on ne le sait pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Pour sortir du sujet, un mot à tous les deux. Camille, il y a par exemple le journal Le Guardian Post qui indique que le gouvernement soit doit renforcer les mesures sécuritaires autour des établissements scolaires ou alors les fermer tout simplement. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est l'avis d'un journaliste qui ne tient pas compte de la réalité du terrain, qui ne tient pas compte que nous sommes dans une situation de crise asymétrique, une situation de guérilla. Est-ce que c'est pas parce que les gens non, de guérilla. Et je vais vous dire une chose, on ne peut pas mettre un militaire derrière chaque enseignant, derrière chaque élève. Vous comprenez? Même pas dans un établissement? Dans un établissement, dans la situation, moi, on ne peut pas vous dire les mesures qui sont en train d'être renforcées pour renforcer le dispositif de sécurité. Mais seulement, il ne faut pas croire que... Est-ce que ça ne va pas aussi épuiser les forces de défense? Renforcer mais je dis renforcer et recruter même davantage. Recruter davantage, parce que n'oubliez pas qu'il n'y a pas que la crise anglophone.
Il y a Boko Haram qui demande beaucoup de soldats. Il y a la Damawa et l'Est qui demandent des soldats. Donc ça veut dire que l'État lui-même est tiraillé entre trois champs d'opération. Des recrutements qui parfois sans beaucoup d'expérience se retrouvent directement dans une situation... Non, ils ont quand même la formation. Le minimum. La formation est en train de durer et il est vrai que ces jeunes, on peut toujours les permettre d'envoyer les autres dans des zones un peu moins chaudes. Mais toujours est-il que là aujourd'hui, l'État et l'armée sont face à une situation qui... Parce que ce que vous savez, c'est que l'État n'a pas voulu utiliser des méthodes brutales. Tout à fait. Avec l'état d'urgence et tout. Pour qu'on l'accuse de génocide, de massacre et tout cela. Mais aujourd'hui, le renforcement va faire que, moi je pense que le mode offensif va monter en grade. Un mot là-dessus, Guy Hervé Fongan, avant qu'on ne sorte du sujet. Non, il faut simplement dire qu'il faut se mettre à la place du parent, pas du journaliste. Parce que j'aurais pu poser la question autrement. Vous êtes un parent, vous avez envoyé un enfant à l'école qui... vous avez la chance qu'il vous revienne étant nu. Étant nu, vous avez même la chance. Qui revient. Ou alors on vous appelle que votre enfant a reçu une balle en plein comme c'était le cas à Kumba. Je veux dire que vous faites quoi? Est-ce que vous continuez à envoyer les neveux et les nièces non, vous avez à l'école? Vous allez les garder à la maison. C'est que vous les gardez à la maison. Vous préférez les avoir vivants, sans connaissance l'ivresse, d'aller les envoyer super tués. C'est d'abord une affaire de parents. Donc la question posée par le journal est une question qui vaut tout son pesant. Non. Si vous êtes parent, vous faites quoi si vous êtes parent? Elle est pertinente. Moi, je pense que la situation actuelle ferme le bec, définitivement le bec, à tous ces hommes politiques qui écument les plateaux de télévision pour dire qu'il faut démilitariser, il faut renvoyer les soldats dans les casernes. C'est compris. Parlons à présent de la Ligue de football professionnel. On va aller assez rapidement. La Ligue de football professionnel, Guy Hervé Fongan, la FECAFoot vient de retirer les compétences d'organisation des championnats Ligue 1 et Ligue 2 à la Ligue de football professionnel. À quoi s'achemine-t-on finalement? Surtout dans un contexte où le Cameroun prépare le CHAN s'apprête à accueillir le CHAN 2021. Oui, c'est en décembre, dans quelques... Le 16 janvier, plus précisément. Oui, 16 janvier, dans à peine 2 mois. Oui. Dans à peine 2 mois, on va devoir abriter le CHAN. Je pense que c'est un spectacle UBX. J'ai failli dire quelle image. Qui n'ont pas comme vous avez vu comme moi dimanche dernier, un match... Où on a fait venir un trio arbitral équato-guinéen, où ils dirigeaient une rencontre au Cameroun, alors qu'on a des arbitres au Cameroun. Vous avez une FECAFoot qui refuse, mordicus, d'appliquer une décision du TAS, parce qu'ils estiment qu'il faut que le général parte, alors que je suis de ceux qui pensent qu'on aurait pu laisser le général finir son mandat et le challenger ensuite et lui demander de partir. Je pense que tout ce cafouillage est très, très malsain. Les gens, on a demandé aux gens d'appliquer une décision du TAS. Le ministre leur a dit, écoutez, asseyez-vous, trouvez le bon compromis, parlez-vous. Sont-ils si forts que cette décision, que ceux qui ont rendu cette décision? Ils ont choisi de relayer une décision du TAS, de relayer la décision du TAS calmement et de dire au général qu'on va prendre une autre disposition pour augmenter l'âge à la retraite. C'est-à-dire que pour prolonger son mandat à la tête de la Ligue, mais qui fait mesure sur tout ce qui va être fait, et en lui imposant un secrétaire général. Alors qu'il n'est pas obligé d'accepter, parce qu'il faut qu'on dise les choses clairement. Il n'est pas obligé d'accepter le secrétaire général qu'on est en train de vouloir lui imposer. Il n'est pas obligé de le faire. Il a tellement demandé qu'on applique la sentence du TAS, et puis après on va voir. Et maintenant ça va dans tous les sens. Comme c'est quand même une curiosité où personne ne respecte les lois, même les décisions de justice, même quand ça vient du TAS, personne ne les applique. On réussit quand même à relire. Il n'y a rien qui a prêté. On a vu ça avec la SOCAM. Pour faire ce qu'on veut, je pense que moi, j'ai un point de vue sans complaisance. Le général Sibing est en train de gâter la sauce. Le général Sibing, qui est un homme qui a rendu d'énormes services dans ce pays, c'est l'officier le plus gradé dans le grade le plus avancé, parce qu'il est encore le seul général d'armée 5 étoiles. Même le chef d'état-major n'en a que 4. C'est quelqu'un qui a servi le pays, c'est-à-dire d'une manière exemplaire. Un général plein. Un général plein et un homme de très très bonne moralité. Pendant tout le temps qu'il était à l'armée, on l'a connu pour son intégrité. Mais seulement aujourd'hui, on ne comprend pas trop bien à quoi peut servir ce jusqu'au boutisme qui est en train tout simplement de discréditer l'image du Cameroun et du football. Il ne faut pas oublier que le CHAN c'est dans quelques mois. Il ne faut pas oublier que toutes les instances fêtières mondiales du football ont les yeux verrouillés.
continuer à maintenir ce bras de fer qui va tout simplement paralyser le football. Aller chercher des arbitres en Guinée équatoriale pour venir habiter le match au Cameroun, non, c'était pas digne de lui. Vous allez me parler de juridisme et de respect des lois. Le général Sémeng est responsable de tout cela. Il n'a pas le droit de faire ça. Dans tous les cas, un général d'armée, on ne le vainc jamais et il n'abandonne jamais. Ah bon. Merci, mesdames, messieurs, pour cette édition de la Revue des Grandes. Nous sommes donc arrivés au terme de ce rendez-vous de jeudi. La suite, c'est avec 10-12 de Zénith, Michel Gachou et ses invités.